Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle analyse fondamentale d'une nouvelle entreprise, cette fois-ci très particulière parce qu'elle détient presque une sorte de monopole à travers le monde, ou je dirais un quasi-monopole. Et il s'agit de l'entreprise Taiwan Semiconductor. C'est une entreprise que je détiens en portefeuille et je vous détaillerai mes prises de position en toute fin de vidéo à la fin de cette présentation. Mais pour le moment, la vidéo va s'articuler comme suit. On va d'abord présenter la société, donc comment est-ce qu'elle génère du cash. On va faire une revue complète des fondamentaux. On va faire ensuite la revue des concurrents et on va passer aussi en revue les avantages concurrentiels qu'a Taiwan Semiconductor. On va faire un balayage rapide du rapport annuel et une revue des risques pour l'entreprise et pour l'investisseur. On fera à la fin une interprétation du contexte économique dans lequel évolue la société. Alors, Taiwan Semiconductor est une entreprise dite de fonderie. Et donc, c'est une des quelques entreprises à travers le monde qui fabriquent des puces. Donc, si vous avez une télévision chez vous, une console de jeu, un ordinateur, un téléphone ou des objets connectés dans votre maison dans laquelle vous habitez, vous avez forcément quelque part des puces de cette entreprise. Ou en tout cas, il y a de très grandes chances. En soi, si je devais vous résumer tout ça, les semi-conducteurs que fabrique TSMC sont à destination des différents secteurs d'application que je viens de vous lister. Et en ce moment, elle est extrêmement sollicitée parce qu'elle est en capacité de pouvoir fabriquer des semi-conducteurs, des puces à haute performance, notamment pour l'IA et les applications associées à l'IA d'une manière générale. Donc elle opère pour le secteur dit HPC, pour High Performance Computing. Elle opère aussi pour la fabrication de puces destinées aux smartphones, comme je viens de vous le dire, et aussi ce qu'on appelle via les Internet of Things, donc IoT, donc les montres connectées, l'automatisation, la domotique, aussi pour le secteur de l'automobile et pour d'autres types d'électronique aussi, donc plutôt grand public, TV, caméra et j'en passe. Aujourd'hui, il est important de se rendre compte que énormément d'objets électroniques que nous détenons et que nous utilisons sont dotés de puces qui sont potentiellement fabriquées par cette société-là. J'ai dit au début de cette vidéo que cette société était particulière, dans le sens où c'est une société dont le monde dépend fortement, parce qu'elle est réellement la seule à pouvoir répondre à la demande démentielle et croissante de semi-conducteurs à travers le monde. Et elle est d'autant plus particulière qu'elle se confronte aujourd'hui à des enjeux géopolitiques qui sont relativement conséquents. J'entends les tensions géopolitiques qu'il y a entre Taïwan et la Chine. On en parlera bien évidemment au cours de cette vidéo. On passe maintenant à la revue des fondamentaux chiffrés. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Taiwan Semiconductor, comme son nom l'indique, est une entreprise taïwanaise. Elle est cotée sur la bourse américaine sur le NYSE. Attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est bien cotée sur le NYSE et non sur le Nasdaq. Elle a une capitalisation boursière avoisinant les 1000 milliards de dollars, ce qui en fait aujourd'hui une des plus grosses entreprises au monde. Donc pour vous la situer, Apple est à 3500 milliards et TSMC est à 1000 milliards, comme je viens de le dire. L'entreprise se propose aujourd'hui un PER relativement élevé à moyen de 22. Donc quand je dis relativement élevé à moyen, c'est par rapport à son historique de PER. Elle a un bénéfice par action qui croît de 476% sur 10 ans, soit une croissance annualisée d'environ 19,5% par an, ce qui est vraiment excellent. Le chiffre d'affaires augmente de 344% sur 10 ans, ce qui fait une croissance annualisée de 16% par an, en sachant que la tendance a évolué à la hausse sur les dernières années, avec l'essor notamment de l'IA. On peut parler également de la croissance du revenu net qui table sur 435% sur 10 ans, soit une croissance annualisée de 18% par an. Donc on observe une amélioration de ses marges au fil du temps. Vous avez juste à droite l'évolution de ses cash flows. Ce qu'on observe sur les cash flows, c'est qu'il y a une constance. L'entreprise génère un cash flow relativement solide au fil du temps, ce qui est relativement remarquable vis-à-vis de cette entreprise-là, parce que normalement, les entreprises de fonderie dépensent des sommes absolument astronomiques pour le financement des machines justement qui sont destinées à prendre part au processus de fabrication des semi-conducteurs. Et donc avoir cette constance-là du cash flow à travers le temps, au fil des ans, c'est un excellent signe de robustesse. Petite remarque avant qu'on continue ici, vous pouvez voir une petite incohérence avec le bénéfice par action, le prix de l'action et le PER que je vous ai indiqué. C'est tout simplement parce qu'à travers le site que je consulte, il y a eu probablement un petit bug au niveau des conversions de devises entre le nouveau dollar taïwanais et le dollar américain. Ceci étant dit, on peut continuer. Vous pouvez observer ici des marges absolument colossales et complètement inégalées presque, j'ai envie de dire, à travers le secteur industriel. Voilà, donc une marge brute qui table sur du 59% et une marge nette qui table sur du 42%. Là, on a des avantages concurrentiels qui sont vraiment colossaux et inégalés à travers l'industrie. Pouvoir tabler sur des marges nettes aussi fortes alors qu'il y a des machines à des prix extrêmement exorbitants à l'achat pour pouvoir parvenir à la production des biens manufacturés, c'est vraiment signe qu'il y a un avantage colossal derrière tout ça. On a une dette à hauteur de 34 milliards de dollars, ce qui est relativement faible
vis-à-vis des revenus nets et du cash flow généré. Donc voilà, on table sur un 6 mois de free cash flow et peut-être un 8 mois de résultat net pour rembourser la dette. Et en plus de cela, on a un 90 milliards de dollars de liquidités et investissements court terme, ce qui est absolument démentiel. On arrive quasiment à 10% de la capitalisation boursière en liquidité. C'est absolument phénoménal. Donc c'est une entreprise qui, je suppose, stocke en prévision de pas mal d'événements ses liquidités en interne et aussi en prévision d'investissements potentiellement colossaux dans les machines qui lui serviront à répondre à la demande croissante en semi-conducteurs à l'avenir. On a un ROCE qui est relativement élevé à moyen. On aurait pu s'attendre à un ROCE un petit peu plus élevé au regard de l'avantage concurrentiel qu'a cette société-là. Donc cet avantage concurrentiel, on le verra juste après, hein, je l'expliquerai parce que il ne se comprend pas forcément simplement. Donc quand on garde autant de liquidités en interne, c'est normal que le ROCE soit relativement modéré malgré tout le cash qui est généré. Tout simplement parce que si les liquidités restent en interne de l'entreprise, c'est de l'argent qui n'est pas retourné à l'investisseur et cela impacte donc le ROCE de manière relativement négative. Toutefois, on est sur un ROCE qui est maintenu entre 20 et 30%, ce qui est bon. Les rachats d'actions ne font absolument pas partie de la politique de l'entreprise. Donc ça, c'est tout simplement plutôt culturel, je dirais. D'une manière générale, d'après ce que j'ai compris à Taïwan, c'est pas quelque chose qui se faisait souvent. Notamment, cette entreprise préfère retourner de l'argent vers ses investisseurs sous forme de dividendes, on le voit ici. Donc le dividende qui, depuis le début de son premier versement, a augmenté de 228% sur 10 ans. Et on a un rendement par le dividende qui est équivalent à un peu plus de 1%. Et un ratio de distribution des flux de trésorerie qui équivaut à 44%. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure vis-à-vis de la lecture de ces fondamentaux? On a une capitalisation boursière énorme, donc c'est une entreprise de très grosse taille, avec une très grosse concentration de liquidités en interne, pouvant alors répondre à des besoins ponctuels et pouvant également répondre à des imprévus, avec un retour sur investissement pour l'investisseur relativement correct, mais toutefois modéré. J'ai envie de vous dire que ce retour vers l'investisseur est voulu modéré pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise sur le long terme, en gardant des montants de liquidité élevés en interne. Et on observe que les fondamentaux, d'une manière générale, s'améliorent avec le temps. Donc si pour moi je devais donner quelques qualificatifs à cette entreprise-là, c'est stabilité, amélioration et sûreté vis-à-vis de ses fondamentaux. On verra juste après que s'il y a un potentiel désir de garder autant de liquidité en interne, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. Si je vous ai parlé en début de vidéo du conflit qui oppose la Chine à Taïwan, ce n'est pas pour rien. Je ne me suis pas attardé sur la rémunération en action des dirigeants et des employés, tout simplement parce qu'elle est quasiment inexistante. Encore une fois, c'est une question de politique de l'entreprise. Il n'y a quasiment aucun versement de stock option et on est sur une rémunération des directeurs relativement modeste par rapport à ce qui pourrait se faire aux États-Unis par exemple. Alors, on est d'accord, tous les dirigeants de cette société qui appartiennent au board des directeurs sont tous multimillionnaires, mais on n'est pas sur des rémunérations qui avoisinent les dizaines, voire centaines de millions de dollars par an qu'on peut trouver dans certaines entreprises américaines. On peut également parler des fonds propres de l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui possède également énormément de biens matériels et qui ont aussi une très forte durabilité dans le temps. Et on a donc des fonds propres qui sont aux alentours des 156 milliards de dollars. Donc quand je vois tout ça, c'est très solide. Pour moi, il y a juste, comme vous le savez, ou si vous me suivez sur mes dernières vidéos, vous savez que j'accorde une importance particulière au rachat d'actions. Ici, c'est peut-être le seul point noir que j'observerai à travers la lecture des fondamentaux chiffrés. On passe maintenant à la revue des concurrents. Donc des concurrents, il y en a plus que deux, hein, mais je vous cite ici les deux principaux. Donc on aura Samsung, qui est actuellement le deuxième acteur mondial, juste derrière TSMC pour la fabrication des semi-conducteurs. Et ensuite, on a Intel, donc qui, j'espère vous le savez, est en perte de vitesse, mais parvient à survivre parce qu'elle a le soutien du gouvernement américain. Donc elle a le soutien du gouvernement américain tout simplement parce que les enjeux autour des semi-conducteurs sont colossaux vis-à-vis de la souveraineté des pays et de leur dépendance littéralement à la fabrication de semi-conducteurs pour le militaire, pour le civil, pour absolument tout. Et c'est pourquoi Intel, bien qu'en difficulté, reste parmi la liste des principaux concurrents de TSMC, avec le soutien du gouvernement américain. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre si vous souhaitez comprendre comment fonctionne l'entreprise, c'est que TSMC ne conçoit aucune des machines qui lui permettent de fabriquer les semi-conducteurs qu'elle fabrique. Donc les machines qui lui permettent de fabriquer ces semi-conducteurs, et qui sont donc présentes dans ces usines de fabrication, sont des machines qui sont fournies par ASML, Applied Materials, Tokyo Electron, Lam Research, Axcelis Technologies. Et de ce fait, toutes ces machines-là que TSMC utilise sont également disponibles à la vente pour Samsung et Intel. Et je vous l'assure, les mêmes machines que TSMC utilise sont présentes chez Samsung et chez Intel, à quelques variantes près, mais c'est à peu près ça.
Et on est donc en mesure de se poser la question, et de manière absolument légitime, d'où peut venir l'avantage concurrentiel de TSMC vis-à-vis de ses concurrents si ces mêmes machines équipent les usines de Intel et Samsung. Alors pour pouvoir comprendre d'où vient cet avantage concurrentiel, il faut savoir comment sont fabriqués les semi-conducteurs. Pour la fabrication d'un semi-conducteur, il y a beaucoup d'étapes. Il y a d'abord la fabrication du cylindre de silicium qui va permettre de fabriquer les wafers. Il va ensuite y avoir la découpe de ce cylindre de silicium en tranches de wafer, en tranches de silicium. Il va y avoir ensuite un dépôt d'un substrat qui sera photorésistif, qui sera photosensible, et sur lequel on viendra graver au final les circuits qui composeront le semi-conducteur final justement avec les machines que par exemple fournissent ASML. Il va y avoir aussi des dopages, il va y avoir des chemical vapor deposition, il va y avoir divers revêtements, diverses étapes de repolissage, diverses couches d'appliqués pour pouvoir fournir une structure 3D du semi-conducteur final. Et c'est donc tout un tas de paramètres, tout un tas d'étapes de processus à mettre en place, à sélectionner de manière minutieuse. Les machines qui sont également sollicitées pour l'accomplissement de chacune des étapes de ce processus sont également paramétrables d'une multitude de façons. Et on a donc à la fin une chaîne de production qui peut comporter des milliers, voire même des millions de paramètres avant d'arriver au semi-conducteur final. Il y a une chose qu'il faut comprendre sur les chaînes de production des semi-conducteurs. Il y a un facteur qui rend l'activité de fabrication lucrative et qui permet à l'entreprise de dégager de l'argent et d'être profitable. C'est ce qu'on appelle le yield, donc le rendement. À la fin, sur un wafer, vous allez avoir tout un tas de semi-conducteurs, tout un tas de puces de fabriquer. Et certaines d'entre elles seront inopérantes. Inopérantes parce que polluées potentiellement par des poussières. Inopérantes parce que des rayonnements auront altéré d'une manière non voulue la résine qui a été déposée sur le wafer de silicium. Et si vous avez par exemple un wafer avec un rendement avec seulement 20% des puces de ce wafer-là qui sont opérationnelles, alors il y a de très grandes chances que l'entreprise fasse des pertes là-dessus. Et donc pour vous l'expliquer simplement, l'avantage concurrentiel de TSMC vient du fait que l'environnement de production est contrôlé de manière minutieuse, tant sur le contrôle des poussières, des particules en expansion, tant sur la maîtrise des rayonnements ambiants, tant sur le paramétrage de ces machines et l'optimisation de ces machines, ce qui lui permet d'avoir des rendements absolument exceptionnels, inégalés chez les fonderies concurrentes. Et ces hauts rendements sont aussi proposés pour les puces les plus performantes du marché. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, c'est une usine d'une des usines de TSMC. Vous allez avoir donc des hommes en blouse ici, donc revêtus complètement, pour pouvoir éviter justement la contamination de l'environnement ambiant par des poussières ou des particules de peau par exemple, ou des cheveux ou ce genre de choses, des particules organiques d'une manière générale. Vous allez avoir un environnement qui sera plongé dans une lumière un petit peu particulière, qui a pour particularité de ne pas altérer la résine qui est déposée sur les wafers. Je vous rappelle que tout ça est absolument minutieux et que l'erreur n'est pas permise. On est sur des gravures et des dépôts qui sont parfois de l'ordre, bien souvent, du nanomètre. Au-delà de ça, ce qu'on pourrait ajouter, donc là je vous l'ai dit, il y a une maîtrise parfaite des étapes du processus, une maîtrise parfaite de l'environnement ambiant, et c'est un petit peu contradictoire, mais ce que je vais vous dire, c'est que l'entreprise se doit également de pouvoir être flexible pour pouvoir répondre à la demande des entreprises qui conçoivent au niveau des plans et au niveau de la théorie les semi-conducteurs à fabriquer. Alors pourquoi est-ce qu'elle doit être flexible? Tout simplement parce que TSMC, donc ses clients, il va y avoir Nvidia, il va y avoir AMD, il va y avoir toutes ces entreprises fablesses qui enverront leur cahier des charges et leur modèle de puce à TSMC. Et TSMC, quand ils vont regarder les plans, eh bien il vaut mieux pour eux que la construction de ce semi-conducteur et de ces puces soit réalisable afin de pouvoir traiter justement avec ses clients. Donc pour résumer tout ça, cet avantage concurrentiel, c'est un mélange de maîtrise du processus, de maîtrise de l'environnement de production et de capacité à pouvoir réaliser les projets les plus fous de ses clients. Un autre avantage concurrentiel qu'on pourrait donner à TSMC, relativement à notamment Samsung et Intel, c'est que l'entreprise ne conçoit et ne vend aucune puce sous sa propre marque, contrairement à Intel et Samsung par exemple. Alors pourquoi est-ce que c'est un avantage concurrentiel? Supposons que vous soyez Nvidia, que vous envoyez vos plans à par exemple Samsung chargé de construire vos puces. Samsung, qui est non seulement un fabricant, mais aussi un concepteur de puces, recevra les puces de Nvidia avant même que la toute première puce ne soit fabriquée. Si vous ne voyez pas l'erreur, c'est que vous êtes aveugle. C'est littéralement envoyer les plans top secrets de votre toute prochaine puce à votre concurrent. Ça revient à dire ça. Et c'est pour ça que TSMC se distingue vis-à-vis de ses deux concurrents, tout simplement parce qu'elle a fait le choix absolu de ne pas vendre ses propres puces sous son nom estampillé et de les concevoir elle-même. De ce fait, TSMC est capable
de recueillir toutes les demandes d'absolument tous ses clients, d'assurer une confidentialité vis-à-vis des plans et vis-à-vis des secrets de conception de ses puces, et de concevoir en toute impartialité les puces de ses clients. Et de ce fait, TSMC capte une énorme partie du marché fabless. Et en plus de ça, au fil du temps, TSMC s'est forgé une réputation de grande fiabilité, avec une capacité à répondre à une très forte demande et à livrer en temps et en heure ses clients. On va maintenant passer à la revue du rapport et à la liste des risques. Alors le rapport de TSMC n'est absolument pas agréable à lire. Il y a 500 pages, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de machins sur les ESG et tout ça là. Beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Et en plus de ça, pour moi, il y a quelques omissions vis-à-vis des risques qui la concernent. C'est plutôt volontaire, on va en parler juste après. On va dire que la situation de TSMC vis-à-vis de sa géopolitique est vraiment très particulière, exceptionnelle. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Je crois même que jusqu'à présent, c'est peut-être l'entreprise qui est la plus exposée au risque. C'est même absolument certain et c'est pour ça que, d'après le titre de la vidéo, très probablement que vous avez vu, c'est selon moi une de mes erreurs d'investissement. Je dis erreur entre guillemets parce que j'ai tout de même une plus-value latente absolument colossale vis-à-vis de cet investissement-là. Mais c'est un investissement que je ne suis pas serein particulièrement à la détention. Et donc on va le voir juste après. Alors, je vais vous parler maintenant du risque géopolitique. Donc, je suis pas ici pour faire un cours d'histoire, d'autant plus que je suis pas le meilleur pour ça. Cependant, plus on s'informe sur le risque, plus on comprend qu'il est bien présent, hein. La question n'est pas de savoir si la Chine va envahir Taïwan, mais la question est de savoir quand est-ce que la Chine va envahir Taïwan. Alors pour ma part, j'ai commencé à investir sur TSMC aux alentours de février 2023. Alors en ayant connaissance du risque géopolitique qu'il y avait, justement en surfant sur ce risque-là, mais en le sous-estimant, on pourrait dire ça. Et ce n'est que par la suite que j'ai fait un travail vraiment relativement poussé en essayant de quantifier ce risque-là de manière adéquate. Et même après tout ça, même après toutes ces recherches et même après tout ce travail, il est relativement difficile de savoir concrètement quelles seraient les conséquences pour l'entreprise dans le cas d'une invasion chinoise par exemple. Mais il est évident que les conséquences pourraient être absolument catastrophiques pour l'entreprise. Alors on pourrait tenter de se rassurer en se disant que la Chine est également dépendante de l'entreprise TSMC. Donc tenez-vous bien, hein, il y a la Chine qui est dépendante de cette société-là, il y a les Américains, l'Europe, absolument tout le monde dépend de cette société. Donc on pourrait tenter de se rassurer en se disant que la Chine est dépendante de cette société. Ce qu'il faut savoir, c'est que si elle met la main sur les usines qui sont présentes à Taïwan, ce sont des usines qui sont équipées de machines qui ont besoin d'énormément de maintenance. Et donc de ce fait, beaucoup disent que l'entreprise pourrait continuer de produire, mais sous un faible délai, et qu'au cours du temps, la capacité de production en semi-conducteurs des entreprises saisies se dégraderait. Qui plus est, si la Chine se met à envahir Taïwan d'une manière ou d'une autre, hein, je dis envahir, ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi faire des blocus maritimes et aériens. À ce moment-là, tout le monde obéira au doigt et à l'œil aux Américains qui imposeront des sanctions immédiates et des interdictions de vente absolues à la Chine vis-à-vis de tout semi-conducteur. Et c'est donc un argument rassurant sur lequel on pourrait se dire que la Chine n'envahira pas Taïwan, ou du moins n'osera pas lui causer du tort, tant que cette Chine, justement, ne sera pas absolument souveraine vis-à-vis de la construction et de la production de ces semi-conducteurs. Et là, je dis bien pour l'instant, parce que vous le savez très bien, et je pense l'avoir déjà évoqué dans une de mes vidéos précédentes, la Chine travaille et investit de manière massive dans la production et la recherche de ces semi-conducteurs. Et on est absolument en mesure de se dire qu'à moyen ou long terme, plus le temps passe, plus la Chine a de chances de devenir souveraine vis-à-vis de la construction et de la conception de ces semi-conducteurs, et plus Taïwan a de chances de se faire envahir par la Chine. Donc c'est pour moi le risque principal. J'ai à peine suffisamment appuyé dessus pour que vous compreniez très clairement à quel point ce risque pèse. On va passer au risque suivant. On a toujours ce risque du fait que TSMC est une entreprise de fabrication de semi-conducteurs. Donc elle a implémenté des machines très coûteuses et très difficiles à intégrer dans une chaîne de production. Donc il y a un coût d'intégration qui est très important et une anticipation absolue à avoir vis-à-vis de la demande et vis-à-vis des besoins du client. Et c'est aussi pour ça que, comme presque toutes les entreprises de semi-conducteurs, elles travaillent main dans la main avec ses clients pour pouvoir répondre au mieux à leurs demandes, tant en quantité qu'en besoin réel. Et encore une fois, comme toutes les entreprises de fabrication de semi-conducteurs, elle est confrontée aux restrictions de vente imposées par les États-Unis. Donc TSMC a interdiction de vendre des puces de 7 nanomètres ou moins à la Chine. Donc ça limite bien évidemment la croissance de son chiffre d'affaires, son résultat net généré par année, et aussi ses relations clients avec la Chine et sa capacité à faire du business avec elle. Autre risque, autrement, et je vous le rappelle, le secteur des semi-conducteurs est un secteur cyclique, donc pour vous le risque, ce serait d'acheter l'entreprise à un prix trop élevé, en haut de cycle j'entends.
Et pour le risque suivant, le dernier de notre liste, on avait initialement les droits de douane imposés par Donald Trump. Et je me suis noté que depuis le 7 août, le gouvernement taïwanais a confirmé que TSMC bénéficiait d'une exemption totale des droits de douane supplémentaires sur les importations de puces aux États-Unis. Donc la raison est que l'entreprise possède déjà des usines de fabrication aux USA et que c'était le critère d'exemption imposé par Donald Trump. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, juste après cette annonce, il y a eu un magnifique rebond du cours de l'action. Je voudrais maintenant apporter quelques considérations supplémentaires sur le risque géopolitique, qu'il est par ailleurs, encore une fois, et j'insiste là-dessus, très difficile de quantifier, tant au niveau de la probabilité d'occurrence sur le court à long terme que sur les conséquences réelles du risque. On n'oublie pas de dire que les États-Unis sont également très impliqués sur la protection de Taïwan, tant historiquement que vis-à-vis de leur intérêt pécunier actuel. Il s'avère que les États-Unis ne sont pas non plus souverains vis-à-vis de la production de leurs semi-conducteurs, ou du moins pas totalement, et qu'il est pour le moins aujourd'hui relativement évident qu'ils interviendront plus ou moins pour la défense de Taïwan si la Chine venait à déconner. Donc quand je dis plus ou moins, c'est tout simplement parce qu'il peut très bien s'agir d'envoi ou d'approvisionnement d'armes pour Taïwan pour qu'elle puisse se défendre vis-à-vis de la Chine. Et je pense qu'il est peu probable que les États-Unis interviennent physiquement dans le conflit. Et là, encore une fois, tout va dépendre d'énormément de choses. Tout va dépendre de si le conflit démarre demain ou de si le conflit démarre dans 10 ans. Si le conflit démarre dans 10 ans, les États-Unis auront eu déjà beaucoup plus de moyens pour pouvoir relocaliser la production de leurs semi-conducteurs chez eux et ne plus dépendre de Taïwan. Et à ce moment-là, vu que les intérêts à défendre sont beaucoup moins gros, il se peut que l'implication des États-Unis dans la protection de Taïwan soit bien moins grande. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc bon, pour résumer tout ça, et pour en finir là-dessus, parce que c'est tout de même un gros morceau, il est difficile de savoir quand est-ce que le conflit aura lieu, il est difficile de savoir quelle sera son ampleur, est-ce que la Chine envahira Taïwan, est-ce qu'elle fera un blocus maritime et aérien, est-ce que Taïwan bénéficiera du soutien des États-Unis et d'autres pays, tout dépendra des intérêts à défendre. Et une fois sur place, qu'est-ce que la Chine fera des usines de Taïwan? Est-ce qu'elle laissera TSMC continuer de prospérer et de faire son business? Ou est-ce qu'elle va réquisitionner tous ses biens matériels? Et toutes ces choses-là, personne ne le sait. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la certitude que rien n'est certain. Par ailleurs, et là à la rigueur, ça aurait pu mériter un point d'attention dans le rapport annuel de TSMC. J'aurais aimé voir à travers ce rapport annuel la répartition des actifs et des immobilisations à travers les différents pays. Je pense que si l'entreprise TSMC évoque très peu ce conflit dans son rapport annuel, c'est pour des raisons politiques et économiques. On sait tous que les règles imposées par l'économie américaine, ou notamment pour ces entreprises qui sont cotées sur son marché, elles ont le devoir de transparence et de communiquer réellement sur les risques que l'entreprise encourt. Mais là, le problème est vraiment particulier, c'est-à-dire que l'enjeu pour TSMC à travers sa communication, il est très sensible. C'est-à-dire que les États-Unis, la Chine et Taïwan sont vraiment très prudentes et sont très attentives à la manière dont communique ce fleuron, parce que c'est réellement un fleuron de l'industrie dont le monde dépend. Et donc, de facto, nous ne pouvons pas nous attendre à une communication, je pense, selon moi, transparente à travers ce rapport annuel. Donc maintenant, si je devais conclure sur tout ça, l'entreprise. Le mot est phénoménal. Le monde dépend de cette société. Des fondamentaux très solides, un moat incontestable, une gestion prudente et axée long terme, une réputation de fiabilité, tout est bon sur cette entreprise-là. Donc le seul point qui freine, justement, c'est le conflit géopolitique. Et c'est ce qui fait que pour moi, ce titre-là a un aspect très spéculatif. Et il est très difficile de savoir comment est-ce que l'entreprise gère le principal risque qui la concerne. Tout simplement parce qu'elle ne peut pas communiquer de manière absolument transparente à travers son rapport annuel. Donc je suis même certain que des choses sont mises en place pour pouvoir répondre de manière adéquate à ce risque. Et j'entends potentiellement faire sortir de l'argent de Taïwan et commencer de nouvelles constructions d'usines à travers le monde et dans différents pays. C'est déjà le cas aux États-Unis. Il me semble qu'il y a une usine qui a été construite en Arizona. C'est déjà le cas au Japon. Donc voilà, hein, on sait qu'aujourd'hui, il y a une fonderie performante qui a été construite en Arizona, je crois de mémoire, sur fin 2024. Et elle a atteint des rendements qui sont similaires à ceux de Taïwan. C'est une excellente nouvelle, ça. Ça veut tout simplement dire que le savoir-faire de Taiwan Semiconductor est transportable en dehors de Taïwan et est reproductible à travers les différentes fonderies dont elle a le secret. C'est un excellent signe, hein. C'est pas non plus à prendre à la légère, hein. C'est réel, mais à savoir à quel point ça prépondère.
Pour moi, aujourd'hui, il est très difficile de savoir si TSMC répond de manière absolument adéquate et responsable aux risques qui la concernent. C'est encore une fois que de la spéculation, hein. L'entreprise ne communique pas là-dessus, sur le dégagement des liquidités, sur ses projets de faire sortir la production de Taïwan. Et il me semble même que c'est absolument pas le cas, parce que si elle montre qu'elle commence à faire ce genre de choses, ça pourrait être un signal presque provocateur pour la Chine. Tout ça, c'est de la communication, c'est extrêmement complexe, personne ne sait, personne ne sait rien. Tout le monde spécule et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement compliqué de détenir ce titre-là. Je vous le dis aujourd'hui, on va le voir juste après, hein, j'ai fait quasiment 92% de plus-value latente sur 1 an et demi de détention moyenne, ce qui est une performance qu'on peut rarement égaler, hein, d'une manière générale, à part peut-être avec Nvidia si vous vous êtes placé au bon moment. Mais malgré cette très forte plus-value latente, c'est une position que je regrette d'avoir prise, parce qu'aujourd'hui j'ai le cul entre deux chaises, dans le sens où si je me retire totalement de cette position, je serai imposé de manière très forte, vu que j'habite en République soviétique française. Et donc pour moi aujourd'hui, il est même très compliqué de recommander ce titre-là à l'achat. Mais en supposant que ce conflit géopolitique n'existe pas, j'aurais donné un prix d'achat à environ 200 $. Mais aujourd'hui, c'est bien moins que ça, au vu des risques géopolitiques qu'il y a. On l'a vu tout à l'heure, hein, je vais revenir sur les fondamentaux là tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte avec la vue des PER que vous voyez ici. Donc l'entreprise aussi, elle a même atteint un PER de 15, 13, 14 aux alentours de 2023-2022. C'est même justement à ce moment-là que j'ai acheté, du moins sur la quantité principale. On a rarement eu des PER aussi bas pour une entreprise qui est autant impliqué dans la fabrication des semi-conducteurs. Vous voyez absolument tout le marché boursier semi-conducteur, il est complètement surévalué aujourd'hui. Et là, ici, on parle de l'acteur principal qui fabrique les semi-conducteurs. Vous voyez des PER à 14, 15, vous voyez des PER à 20, 20 étant un PER moyen à élevé. Vous n'avez pas ça sur les autres entreprises qui touchent de près ou de loin à la fabrication des semi-conducteurs. Tout simplement parce que le faible prix de cette société inclut le risque géopolitique qui oppose la Chine à Taïwan, ou plutôt qui oppose Taïwan à la Chine. Donc voilà, vous avez mon point de vue là-dessus et vous avez ma conclusion sur les risques et sur à quel point il est, on va dire, peu confortable de détenir ce titre en portefeuille aujourd'hui. Donc voici ma position sur le titre. Donc il y a eu une prise de position régulière, donc qui table à la fin sur une position en absolu, en achat de 10 300 $. Et aujourd'hui, donc j'ai une plus-value latente de 9 600 $. Vous avez les dates juste à gauche et vous avez la quantité des titres que j'ai achetés. Donc encore une fois, moi j'estime que c'est une erreur de ma part parce que je ne me suis pas intéressé suffisamment au risque géopolitique. À l'époque, je me souviens, je me suis tout simplement dit que ce risque géopolitique-là, c'était, on va dire, plus ou moins négligeable parce que beaucoup d'entreprises étaient impliquées dans la survie de Taïwan et que les États-Unis pouvaient répondre de manière adéquate à une invasion chinoise. Mais plus j'en apprenais sur ce conflit, plus je me suis aperçu que toutes les entreprises qui avaient des intérêts chez Taïwan s'efforçaient de rapatrier le savoir de production chez eux. Et pour moi, tout ça, c'est signe de mauvais augure. Dans le sens où je pense qu'une fois que les pays les plus à même de pouvoir défendre Taïwan seront équipés chez eux pleinement en production de semi-conducteurs, alors je pense que le moment venu, le moment où le temps se gâtera, les pays laisseront Taïwan, on va dire, un petit peu à son propre sort, leur enverront quelques petites armes pour, du moins histoire de dire qu'ils ont pris part à la défense de Taïwan. Mais je crains que ça n'aille pas plus loin que ça. Et c'est pour ça que je suis dans l'inconfort aujourd'hui sur la détention de ce titre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter et à partager si vous appréciez mon travail. Et avec la rigueur qui me caractérise, j'espère que vous en conviendrez. L'investissement, d'une manière générale, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ça mobilise beaucoup de culture, on apprend énormément de choses à la lecture des rapports, quand on s'intéresse au fonctionnement des entreprises, quand on s'intéresse à leur financement. C'est vraiment une passion. Je travaille dessus absolument tous les jours. Et aujourd'hui, moi, je n'ai rien à vous vendre et c'est pour ça que je vous invite à liker cette vidéo. Ce serait une moindre rétribution. Et je vous en remercie si vous faites tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse et une nouvelle vidéo. Salut!